Déjà un an depuis l'élection de Donald Trump et avec nous pour en parler, Pierre Sirik, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de New York et ça fait 30 ans que vous êtes aux États-Unis. Vous êtes un observateur avisé de la vie politique aux États-Unis. Mais je voulais vous demander d'abord si vous, depuis l'élection et surtout depuis le début de mandat de Donald Trump, dans votre activité professionnelle, il y avait eu des changements dans votre quotidien et dans votre activité. Alors, on va dire que dans la profession d'avocat, une des choses qui a beaucoup changé depuis l'arrivée de Trump, c'est le nombre de contentieux qui ont fondamentalement explosé contre les décrets que Trump a signés. Un très grand nombre de ces décrets ont été challengés par soit des groupes de pression, soit des individus dans un certain nombre de domaines relativement larges, en particulier sur l'immigration. Vous avez l'exemple du travel ban qui a été immédiatement challengé dans un certain nombre de juridictions. Donc le monde des affaires va plutôt bien dans le... Alors, du côté chez les avocats, en tout cas. Alors, je pense que les gens, en tout cas, pas moi personnellement, mais les gens qui s'occupent de contentieux, on va dire, sur ces décrets, eux, ont beaucoup à faire en ce moment, absolument. Que vous disent vos clients sur le climat des affaires? C'est important aussi. On voit que l'économie américaine, on va en reparler dans un instant, va plutôt bien, en tout cas. Mais sur le climat des affaires, sur les perspectives d'avenir pour ce... Alors, il y a une chose qui est très marquée depuis l'élection de Trump, c'est qu'effectivement, le monde des entreprises non seulement se porte bien dans le cadre général de l'économie, mais qu'il y a un optimisme qui est effectivement très très marqué, qui a plein de causes, parce que le contexte économique, macroéconomique, lui, est plutôt bon, mais surtout parce que Trump signale un certain nombre de choses. En particulier, il y a deux grands éléments qui jouent sur l'optimisme, on va dire, même d'ailleurs très marqué du côté du monde de l'entreprise. La première, c'est l'aspect dérégulation, une fois de plus, parce que ça, en particulier dans des secteurs comme le secteur financier ou dans le secteur de l'énergie, ce sont des choses que ces secteurs ont mis ont insisté énormément, et vous avez là une administration qui va tout à fait dans cette direction-là. Et puis vous avez aussi une espèce de pari sur la réforme fiscale. Alors ça, c'est très important parce que si effectivement la réforme fiscale passe, c'est une réforme fiscale qui est, c'est surtout l'impôt sur les sociétés et toute une série de règles comptables qui effectivement les favorisera. Et donc de ce point de vue-là, vous avez un énorme pari qui est fait sur le fait que le rapatriement, par exemple, des profits à l'étranger, l'impôt sur les sociétés, tout à fait. Donc vous iriez jusqu'à dire qu'il y a un effet Trump quand même au niveau économique. Tout à fait, absolument. Psychologiquement, vous avez complètement un effet Trump qui explique l'évolution du cours du dollar, qui explique l'évolution du marché des actions. Après 9 mois et demi maintenant de règne sur la Maison-Blanche, on a l'impression de voir un Donald Trump de plus en plus isolé. Est-ce que c'est votre perception aussi du personnage? Et là, je parle bien d'un point de vue politique, notamment avec les Républicains. Alors, la réalité est beaucoup plus compliquée que ce qu'on entend, on va dire, en Europe. C'est sûr que envoyer une demi-douzaine de tweets à ses ennemis politiques à 6 h du matin fait croire qu'il y a une certaine... Bon, c'est une façon de communiquer. Ça provoque beaucoup de soutien dans sa base. Il ne faut pas croire que le public en général est contre lui. Il a une base... qui est ce qu'elle est, oui. D'ailleurs, je pense que c'est à peu près le même niveau qu'Emmanuel Macron ces jours-ci. Donc, on n'est pas dans des chiffres qui sont complètement absurdes. Et vous avez surtout il y a un soutien populaire qui existe. Il y a un soutien politique qui, on va dire, est soumis plus à la peur de perdre les prochaines élections que d'apprécier le fait de faire des foires d'empoigne sur Twitter à 6 h du matin, c'est exact. Mais vous avez quand même une situation où politiquement, tout le monde se tient par la barbichette d'une certaine façon. C'est-à-dire que si l'agenda conservateur ne passe pas, tout le monde sait très bien que ça va se solder dans l'urne aux prochaines élections. Donc vous avez de toute façon
une certaine commonalité d'intérêts parce qu'il faut bien, d'une façon ou d'une autre, faire passer l'agenda. Et il y a un certain nombre, encore une fois, de domaines où ça se passe. Vous avez évoqué d'un mot Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on voit la classe américaine très polarisée entre un parti républicain qui est un peu accaparé par Donald Trump et la droite de la droite, disons, un parti démocrate plutôt du côté de Bernie Sanders, en tout cas lui qui a le vent en poupe. Est-ce qu'il y a un espace au centre, on va dire, pour les modérés, républicains comme démocrates, pour qu'un Emmanuel Macron américain surgisse? Alors, il y a une chose qui, effectivement, du point de vue américain, qui est très différent du point de vue français. Bon, le dégagisme a fait ses effets en 2016 aux États-Unis, enfin plutôt, oui, c'est ça, en 2016 aux États-Unis, en 2017 en France. C'est sûr que le dégagisme s'est doublé d'un effet populiste aux États-Unis qui a été moins présent en France, puisque vous avez effectivement une dominante centriste qui a tiré son épingle du jeu. On voit qu'aux États-Unis aujourd'hui, c'est exactement l'inverse de ce point de vue-là. Le dégagisme fait ses effets, ça c'est sûr, mais on va dire les vagues populistes des deux côtés font disparaître l'espace centriste. Il n'y a pas vraiment... Alors, un espace politique, peut-être que quelqu'un peut aller faire un pari là-dessus, mais on voit bien que dans le public, ça n'est absolument pas la direction qui est prise. Il n'y a pas une envie des Républicains pour un parti politique plus modéré et pareil pour les démocrates? Il n'y a pas une envie d'un moment de dire « Attendez, moi je suis républicain mais je ne me reconnais pas dans Trump, moi je suis démocrate, je ne me reconnais pas dans Bernie Sanders, donnez-moi une autre solution ». Vous dites qu'il n'y a pas cette envie-là aujourd'hui. Alors, quand vous regardez les midterms de 2018, vous avez de plus en plus... Et c'est ça la clé, parce que ce sont des choses qui se détectent, on va dire, un an avant, parce que les candidats font leur pari aujourd'hui sur leur campagne de 2018 et puis ensuite les suivantes. Mais on voit bien que les candidats, ou en tout cas les élus, on va dire modérés républicains, au contraire, font le pari qu'ils ont de moins en moins de chances d'être élus en 2018 sur une ligne modérée. Il y a quelques exemples, celui de Corker d'un côté qui vient d'annoncer, enfin qui a annoncé il y a quelques semaines le fait qu'il ne chercherait pas à sa réélection, et surtout le cas de Flake dans l'Arizona qui montre bien qu'un républicain modéré, on va dire qui affiche un certain anti-Trumpisme, le paye. Ça c'est très clair. Et vous avez donc, du côté démocrate, ça semble être la même tendance, puisqu'effectivement vous avez une tendance plutôt dure qui semble prendre le contre-pied de la tendance Trump. Donc vous avez une polarisation, mais qui est au travail aux États-Unis depuis des années. La polarisation, elle existe, on va dire, depuis... je pense que l'élection d'Obama n'est pas étrangère à ça aussi. Et on voit au contraire... un clivage qui se... Le clivage, ça fait des années que le clivage s'agrandit. Il n'y a pas d'espace pour un troisième parti. Enfin, je veux dire, les paris du troisième parti n'ont jamais vraiment fonctionné, et certainement pas aujourd'hui. Et dernière question, avec les particularités du système électoral américain, est-ce que Trump, selon vous, gagnerait une élection aujourd'hui présidentielle? Aujourd'hui, alors on peut lister toute une série de raisons, mais si aujourd'hui vous aviez une primaire dans le Parti républicain, je pense que Trump la gagnerait, mais alors vraiment haut la main. D'abord parce qu'il y a la peur du côté républicain d'essayer de le challenger, parce qu'aujourd'hui, aucun républicain, on va dire, raisonnable prendrait ce genre de pari, et comme il n'y a pas vraiment d'alternative du côté démocrate aujourd'hui, et je pense que les plaies n'ont pas été fermées après la défaite de 2016, qui est une défaite qui elle-même était en route depuis un certain nombre de temps. C'est pas tout à fait une surprise. Donc c'est quand même une dynamique qui fait que vous avez... Donc Donald Trump aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas photo. C'est sûr qu'en 2018, quand vous faites la projection, ou en tout cas, personne ne va prendre des paris sur les midterms. Plus maintenant, ça, c'est sûr, parce que vous pouvez très bien avoir un scénario où les démocrates font une espèce de razzia, ou en tout cas progressent. Il faut savoir qu'au sénatorial de 2018, les démocrates sont sur la défensive, parce qu'ils ont beaucoup plus de sièges à défendre que les républicains. Donc vous avez quand même, il y a quand même ils n'ont pas le vent en poupe, c'est un vent contre eux, en tout cas pour 2018. La Chambre, il faut voir, parce que ça c'est très difficile à prévoir. Donc vous avez quand même une situation qui n'est... Bon, les républicains risquent beaucoup, bien sûr, mais
faut pas du tout vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme beaucoup l'ont fait en 2016, et dire que c'est facile pour les démocrates. C'est pas du tout ça. C'est ce que les sondages, notamment aux États-Unis, nous ont appris. Voilà. Merci beaucoup Pierre Sérig d'avoir été notre invité et de passage au Figaro alors que vous étiez à Paris pour quelques jours. Et nous on se retrouve très vite sur le Figaro.